Voilà, c'est bonjour. Bonjour, vous gagnerez. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir dans ton beau bureau. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Merci pour les services qui me permettra de présenter mon ouvrage une deuxième fois dans mon bureau. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Voilà. Bon, Merci. en parlant de disponibilité, je te remercie déjà pour ta disponibilité pour RP Media. Personnellement, je te remercie parce que tu as un profond respect envers ce média et tu es l'un des bâtisseurs de ce média. Et s'il y a quelqu'un qui est très présent sur RP Media, c'est toi, à travers les émissions, les articles et plein d'autres choses. En tout cas, aujourd'hui, on se rejoint ou on se revoit sur ton troisième livre sur le Mali, le durcissement du régime de transition au Mali. Donc, tu as dit beaucoup de choses, euh, tu as donné des solutions, tu as donné des pistes de réflexion et aussi tu as fait des critiques. Avant de commencer, on sait que tu portes le chapeau de, d'un avocat. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ta journée type et comment tu arrives à combiner ton travail d'avocat, on sait que vous êtes trop chargé, et en même temps prendre le temps d'écrire un livre sur ton pays. Oui, parce que je pense que c'est une bonne question, que la réponse ne peut être qu'une évidence, parce que je pense que le Mali est au-dessus de tout. C'est vrai que je suis avocat au barreau de Paris, mais je Mhm, pense que le Mali est au centre. Je pense que c'est difficile de dire à une personne. Je pense que je vis pour le Mali. Je dois beaucoup au Mali. Parce que c'est vrai que je suis un produit un peu du Mali et de la France, parce qu'au niveau des études, parce que quand même je suis diplômé du Mali. mhm, Donc je pense que le Mali, c'est mon identité. Peu importe, partout dans le monde entier, je dors pour le Mali, je vis pour le Mali. Donc je pense que j'essaye de faire ma mission, parce que je pense qu'en étant malien, avant d'être avocat, avant mhm, d'être constitutionnaliste, avant d'être écrivain, je pense que je suis malien d'abord. Je pense que mon identité, c'est le Mali. Je pense que partout dans le monde entier, j'essaierai de porter les drapeaux du Mali. Je pense que mes écritures, c'est pourquoi j'ai essayé de trouver du temps pour consacrer le Mali. mhm. Je regarde tout le temps l'actualité du Mali, qu'à travers mes amis. Même si je suis en dehors du Mali, je pense que je ne suis pas loin du Mali. Je suis toujours le Mali dans mon cœur. Partout là Mhm. où je suis, qu'il soit au palais, des plaies, des où. Je suis en contact du Mali toujours, donc c'est l'unique raison. L'amour du pays me pousse à écrire. Je pense que c'est mon devoir en tant que citoyen. Après, c'est mon devoir en tant que constitutionnaliste, parce Mhm. que je suis constitutionnaliste. Je dois écrire sur le Mali. Peut-être l'histoire jugera sur mes écrits. Comme tu as su bien dit, il y a des propositions, il y a des critiques. C'est mon rôle en tant que Ouais. constitutionnaliste, parce Mhm. qu'un constitutionnaliste, c'est comme un mécanicien de la constitution, un mécanicien de la politique. Qui peut Lorsqu'il y toujours a des en dégâts, il faut réparation. essayer de réparer, Ouais. de proposer. Il y a certaines des têtes en panne. Donc c'est mon rôle, pour être très simple, c'est mon rôle en tant que Malien d'abord qui me pousse. Parce que Ah, aujourd'hui, je suis un citoyen engagé, peu importe que je suis avocat au barreau de Paris, je mhm. pense que le Mali est ma priorité. Ok. Avant d'analyser ce livre-là, ce troisième, c'est que là, on va revenir un peu en arrière. Parce que en 2022, tu as écrit sur la Troisième République. Tu as dit que en fait, la Troisième République a été mise à mort avec l'arrivée de la transition. Il y a beaucoup de manigances juridiques autour de cette question. Mais à travers ce bouquin, je n'avais pas apprécié le processus par lequel on a tourné le dos à la Troisième République. Et aujourd'hui, on en vient à un deuxième livre sur le même thème à peu près, parce que là, tu parles du durcissement du régime de transition au Mali, mais en te focalisant sur les éléments juridiques, notamment sur la mise en place du processus par lequel la nouvelle constitution a été votée. Est-ce que on peut dire Bala est un obsédé de la chose constitutionnelle au Mali? Parce que deux livres en 2 ans sur la constitution, sur le problème constitutionnel, c'est Bala est un obsédé de la constitution au Mali, en fait. Ouais, je pense, oui. Je vais être honnête avec toi. J'ai vis pour la Constitution. J'ai vis pour dans l'égalité constitutionnelle parce que, Mhm, pour être très simple, très franc avec toi, je pense que dans le tome un que j'appelle la fin de la Troisième République, je mhm, pense que j'ai essayé de te montrer dans cet ouvrage que tu l'as lu, qu'on avait commenté aussi. J'ai essayé de montrer que la Troisième République, elle est morte dans la mesure où on a une transition qui est en place, même officiellement jusqu'à nos jours, que mhm, la Troisième République n'est pas abrogée.
parce qu'il n'y a aucun texte juridique dans l'arsenal juridique du Malien qui prévoit que la Troisième République est finie. Il y a la nouvelle constitution. Mais je vais revenir. Oui. Mais je pense que tu te souviens quand même que, comme tu as dit, j'ai écrit un article quand même qui est sur RP Média que je montre que quand on vu le décret de la promulgation de la 4e République, on dit vu la charte de la transition, on ne dit pas vu la 3e République. Donc, il y a un paradoxe, comme tu as dit, la manière où les textes qui régissent la transition en tant que constitutionnaliste, il y a l'obsession, c'est obligatoire, parce que les textes, la manière que les textes sont imposés, c'est régir la transition, demeure critiquable d'un point de vue du droit constitutionnel classique. Donc, on va quitter du classisme, devenir droit constitutionnel dérogatoire, même au point de vue des droits constitutionnels des crises. On peut dire que la légalité part en vacances en période de crise. Mais malgré tout, on voit quand même qu'il y a des critiques. J'essaie de faire des critiques constructives d'un point de vue du droit constitutionnel qui se tient la route, pour moi. Mais après, ça reste, parce que l'œuvre humaine, je n'ai pas la prétention de croire que tout ce que j'ai proposé pour le Mali, c'est alpha et oméga. Parce que dans une période de transition, il faut avoir l'humilité que mes solutions ne sont pas les meilleures, mais j'ai essayé de proposer quand même. Mais quand même, si on revient sur ta question, en fait, cet ouvrage... Justement, pourquoi tu tiens beaucoup à la constitution malienne? Ou c'est parce que tu veux prendre part dans le processus, ou je ne sais pas, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Bala tient vraiment à cette notion de constitutionnalité, notamment au Mali? Oui, je pense que tu avais raison. Si on regarde les limites, j'essaie de voir, en réalité, le Mali est un laboratoire aujourd'hui, droit constitutionnel. Je pense que l'histoire, ce qu'il faut retenir, la transition, tout n'est pas négatif. Moi, je pense que la transition m'a poussé. C'est vrai qu'en faisant un doctorat en droit constitutionnel, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de procès que les gens peuvent me faire sur moi. Je pense que j'écris sur le Mali, ça date de 2013. Nous sommes en 2024. Même ton mémoire de fin d'études, voilà. tu l'as Donc, fait, voilà. Non, mais ton doctorat. Oui, des doctorats. J'ai une partie dans mon doctorat qui porte sur les révisions constitutionnelles au Mali depuis 2001. J'ai fait mes travaux qui remontent sur le droit constitutionnel malien de 2001. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la transition. J'écris beaucoup sur le Mali dans les grandes revues, comme les 30 ans de chroniques des coups d'État, dans une grande revue. J'ai écrit sur les accords politiques de sortie des crises, dans les grandes revues qui sont accès à tout le monde. Je pense que ça ne date pas de la transition, en fait. L'obsession du droit constitutionnel... Non, je n'ai pas dit ça. J'allais même te poser la question précisément sur la transition. Parce que la transition, ça a débuté en 2020. Et toi, tout de suite, tu sors 2 livres entre la mise en place de la transition à aujourd'hui. Donc finalement, c'était ma deuxième question. Finalement, est-ce que la transition aujourd'hui, c'est une source d'inspiration pour toi? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit, c'est un laboratoire pour moi en tant que constitutionnel. Mais n'oublions pas quand même que sur RP Média, j'ai produit des articles sur le régime d'Ibeka, beaucoup d'articles sur le régime d'Ibeka que j'ai commenté, la vie politique et la vie constitutionnelle, que j'ai commenté. Je pense que tu te souviens quand même qu'en 2017, lorsqu'Ibeka voulait réviser le fait, Ibrahim Boubacar Keïta voulait réviser la constitution, tu te souviens quand même, on a fait un colloque en France, que j'ai dit mes idées quand même. Donc je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui que j'ai l'obsession d'écrire sur les constitutionnalismes maliens, d'écrire sur le droit constitutionnel malien. Donc je pense, oui, les 2 ouvrages, je pense que ça c'est un complément. C'est les tomes 2, comme la transition va durer, je vais durer aussi dans l'écriture des constitutionnalismes. C'est-à-dire que le tome 3 va arriver. Ok, mais à ce niveau, est-ce que tu n'es pas parti vite? Parce que déjà, quand on lit le premier bouquin et le deuxième, moi je me dis, finalement, on peut faire un seul bouquin avec le 2. Mais ou je sais pas, tu veux quand même, tu veux prendre de l'avance sur les événements, parce que déjà, toi, tu parles de la constitution, de la nouvelle constitution qui n'était pas totalement validée à l'époque, et tu parles aussi de la mise en place de la transition des militaires à la tête de l'État. Tu as dit, finalement, ils vont rester longtemps. Mais on va revenir après. On va se focaliser sur ce bouquin pour qu'on puisse aller vite. Le durcissement du régime de transition au Mali. Donc, dans un premier temps, tu as fait une introduction, tu as passé beaucoup de temps sur le processus par lequel les militaires ont quand même réussi à se maintenir au pouvoir avec des instruments juridiques. Donc, à travers la Cour constitutionnelle et beaucoup d'autres, à travers la rédaction de la nouvelle constitution ou d'autres. Sur cette première partie, est-ce qu'aujourd'hui, on sait que le peuple malien, une partie quand même du peuple malien soutient la transition. Mais dans une autre réflexion juridique, toi tu dis tout simplement, ils ont trouvé la légitimité dans l'instrument juridique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette partie du bouquin, la première partie au fait? Oui, je pense que oui, parce que si on regarde quand même que tu dis quelque chose qui est très important, si on regarde la première partie, je pense que la première partie, j'ai essayé de relever quelque chose, comment les régimes, lors de
constitutionnel de la transition est installé. Si on regarde son installation est simple. Je pense qu'aujourd'hui, au regard qui sont sortis, si on fait en arrière un peu, nous avons l'acte fondamental qui suspend la constitution de la Troisième République. Après, on a réhabilité la Troisième République. Là, on est revenu sur la charte de la transition qui dit, dans sa version 2020, qui complète la constitution de la Troisième République. Donc là, ils sont restés toujours, même s'il y a l'effacement de la tête de l'État par une élection qui était le président FIBK. Donc là, ils ont trouvé à légaliser le processus constitutionnel de transition. Donc, et ce processus, tu dis, ça tient à la charte de la transition et non à la constitution. Non, parce qu'en réalité, ce que je pense dans les deux ouvrages, si on fait le parallèle, parce que c'est un complément en fait. Si j'ai essayé de ne pas, si je ne peux pas attendre, parce que je ne vais pas être un spectateur de la transition, je vais être un acteur. Aujourd'hui, c'est vrai que certains peuvent trouver que je suis un vantard, certains peuvent faire un procès en disant que je me vends, mais il ne faut pas oublier que je suis un acteur de la transition parce que, comme tu as si bien dit, je n'ai pas commencé à écrire sur le processus constitutionnel malien qu'est la transition. Ce FIBK, je l'ai proposé. L'idée de la 4e République, je pense que la paternité constitutionnelle, je dis bien la paternité de la 4e République, d'un point de vue scientifique, je peux être l'un des fondateurs. Parce que je ne parle pas des hommes politiques. Parce que depuis le coup d'État de 2013, j'ai écrit un article que tout le monde a accès aujourd'hui, en disant qu'il faut aller à une 4e République. Donc, ce n'est pas les militaires qui ont proposé la 4e République. Dans le premier ouvrage, j'ai proposé les régimes politiques de la 4e République que j'appelle de mes voeux. Tout comme dans cet ouvrage aussi, j'ai fait mes propositions. Donc, pour être très simple, je pense en réalité, j'attends la critique que tu fais sur les deux ouvrages. J'accepte parce que en réalité, j'ai fait aussi de la même manière, c'est par périodique. Parce qu'il y a eu le premier temps de la transition, il y a le deuxième temps de la transition. Donc, il faut qu'il y ait un deuxième temps aussi de mon ouvrage. Il y aura le troisième temps de la transition qui a commencé à partir du 26 avril. De la même manière, le troisième temps aussi a commencé par moi. Parce que le tome 3, je dis bien, comme j'ai dit la fois dernière, j'avais tenu une promesse en disant le tome 2 aura lieu, le tome 3 aura lieu sur la suite de la transition. Donc, si la transition va durer, il y aura autant de tomes. Ok, mais dans ce cas, dans cette partie-là, en fait, déjà, aujourd'hui, la Constitution ou les textes constitutionnels ne sont pas des éléments parallèles à la population ou aux citoyens. Mais tu parles peu du rôle des citoyens dans le bouquin, mais tu t'insistes beaucoup sur le rôle des militaires, le fait qu'ils ont imposé cette règle-là aux citoyens. Donc, du coup, est-ce que quelque part, c'est pas parce que au fait tu as oublié un peu de réflexion sur les citoyens, mais quand même tu t'es focalisé sur les militaires. Moi, j'ai du mal à comprendre. Alors, pourquoi tu n'as pas quand même prendre le temps sur le rôle des citoyens dans la mise en place de ce processus. Je pense qu'en réalité, peut-être de mémoire, tu sais quand même que j'étais le premier, j'ai dit aussi, parce qu'aujourd'hui il faut que je suis le premier malien en disant le peuple personne non grata. Lorsque la transition a commencé, j'ai dit, si les militaires veulent durer sur la transition, j'avais écrit un article, tu te souviens, tu as publié toi-même sur Après Média, que tout le monde a accès. Dans le tome 1, j'ai déjà parlé ça dans le tome 1. J'ai dit que le peuple est personne non grata, parce que la volonté, si les militaires veulent asseoir l'empire de leur régime politique, il faut que le peuple soit avec eux. Je pense que j'étais le premier malien en disant, dès le début de la transition, je parle de la première période de la transition, en disant, il faut associer les peuples. Parce qu'au début, il n'y avait pas de consensus. N'oublie pas que je fais partie des gens qui sont proposés à la participation citoyenne. Déjà, j'ai écrit un article aussi en disant le peuple, les juges, la constitution et les militaires. Dans le tome 1 que j'ai repris. Donc je pense que, oui, je pense que je n'ai pas essayé de développer, mais je pense que dans le tome 1, j'avais parlé de la participation du peuple dans le processus de la transition, que je trouve que, en disant même que le peuple est au-dessus de tout, que la transition, sa réussite ne voit que de la volonté du peuple. C'est là où tu parles d'une démocratie de coup d'État. Voilà, exactement. Donc je pense, donc tu vois, même dans le tome 2, j'ai repris en disant que la démocratie, les coups d'État démocratiques, ces coups d'État démocratiques n'est rien d'autre que l'adhésion. Est-ce que tu peux y rentrer dans le détail? Exactement, la gouvernabilité. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, moi je pense que la transition, c'est la solidité même, la transition, c'est ça en fait. La transition a réussi à vendre son projet politique au peuple, en disant qu'aujourd'hui, la démocratie électorale, les coups d'État démocratiques, c'est en disant que la démocratie électorale
n'est pas la solution du problème malien. La solution du problème malien, ce n'est plus d'organiser les élections chaque 5 ans, mais c'est plutôt d'avoir l'adhésion populaire, c'est-à-dire la gouvernabilité en fait. Les militaires sont arrivés de chercher, les militaires aujourd'hui, les autorités de la transition sont à la recherche des critères de gouvernabilité acceptables en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, si on fait des élections... Si je ne me trompe pas, dans le bouquin, tu as montré, finalement, ils ont réussi de trouver un instrument qui leur permet de gouverner finalement. Bon, justement, à ce niveau, tu vois quand même que je ne critique pas que la transition. Non, tu ne critiques pas que la transition, tu donnes des solutions, tu donnes des pistes de réflexion. Donc c'est ça, hein, le rôle d'un essayiste, comme tu le fais dans ton bouquin. Sinon, pourquoi pas d'aller écrire un roman donc embellir tout est beau, on est joyeux, voilà, on se gratte la tête et on passe. Mais quand même là, à la foulée, tu as quand même soulevé des problèmes, en fait, suite à ta critique sur le processus de la mise en place de la nouvelle constitution. On va pas donner beaucoup de détails là-dessus pour que les gens puissent aller lire le bouquin. On va laisser un peu de zone d'ombre pour quand même donner la possibilité aux gens d'aller découvrir eux-mêmes. Mais quand même, moi, il y a un élément très central dans le bouquin qui est le fait que tu dégages des solutions. Tu as critiqué non seulement la nouvelle constitution qui donne au fait beaucoup plus de pouvoir au président. Tu dis qu'on est dans un régime présidentialiste. Militaro-présidentialiste. Mais toi, ce que tu proposes à la fin, c'est un régime parlementaire. Et sauf que dans ta proposition, dans le bouquin, le président est réduit au néant. Comment tu arrives à réfléchir ça, en fait? En fait, en réalité, moi, je pense que le grand problème, dans ces deux ouvrages, si on fait le parallèle, j'essaie de dire clairement dans ces conclusions, le problème du Mali n'est pas un problème constitutionnel. Le problème du Mali, c'est les hommes politiques et l'effondrement même de l'État, en fait. C'est-à-dire qu'à beau, on peut écrire tous les textes constitutionnels. La Troisième République n'a jamais été appliquée au sens même de la lettre de la Constitution. Je m'explique. En réalité, le président malien a tellement de pouvoir, c'est comme une voiture, en fait. Le moteur, le président de la République, c'est comme le moteur. Lorsque ça ne marche pas, l'État est à l'arrêt. Donc, je vais éviter ces blocages. On a un problème constitutionnel. Exactement. Parce que c'est la Constitution qui donne ce pouvoir au président. Mais je vais revenir. Parce qu'en réalité, on peut avoir, parce qu'on a essayé de s'inspirer de d'autres pays comme la France ou les États-Unis avec ces deux constitutions. Le problème est que, quand je dis qu'il y a un problème des hommes, dans le tome 1, je pense que je parle des idées des hommes, en fait. Je pense que même dans le tome 2, en fait, le problème est que si on arrive à avoir un président qui peut porter le costume de ces présidents, taillé sur mesure, je suis d'accord. Mais c'est très difficile au Mali d'avoir un président qui peut avoir son entourage, avoir une gouvernabilité constitutionnelle, ses pouvoirs. En réalité, le mécanisme des pouvoirs ou des contre-pouvoirs sont paralysés. Tu sais quand même sur le régime d'Ibeka, la Cour constitutionnelle n'a pas joué son rôle. Si la Cour constitutionnelle avait joué son rôle, on pourrait éviter ces coups d'État en 2020. De la même manière, on le voit quand même que le Parlement, je dis bien dans cet ouvrage, dans le tome 2, les CNT a-t-il fait des propositions? Ça devient une chambre d'enregistrement, tout comme dans les régimes aussi, sous la Troisième République, on est d'accord. Donc j'ai essayé de voir, c'est pourquoi je vais éviter, je vais un contre-pouvoir. Parce qu'en réalité, c'est quoi en fait? Du fait que le président a trop de pouvoir... On va rester là-dessus, ça te couper la parole. Je t'ai bien écouté. Tu dis aujourd'hui, le président a beaucoup de pouvoir et tu as énuméré les différents problèmes liés au fait, par exemple, à la Cour constitutionnelle. Et en même temps, tu dis que le problème du Mali, ce n'est pas un problème de texte ou de constitution. Bon, alors que pour toi, hein, dans le bouquin, la solution, c'est un régime parlementaire avec beaucoup de paramètres autour. Mais est-ce que finalement, ça ne nous fait pas dire qu'il y a véritablement un problème de texte ou un problème de constitution au Mali-Bala? Quand on suit bien ta réflexion... Oui, mais en fait, je suis en train de dire, moi j'ai essayé de jouer mon rôle. En fait, si on regarde la Troisième République, on pourrait réviser la Troisième République. Tu sais quand même, il ne faut pas oublier que la Troisième République de 92, jusqu'à nos jours, la Troisième République malienne n'a jamais été révisée. Il n'y a jamais eu de modifications qui a abouti. Il y a eu des tentatives qui ont échoué. De la même manière, pourquoi ils ont échoué? Parce que si on regarde le processus, la révision de la Troisième République, c'était difficile à atteindre. La même manière aussi, si on regarde la Quatrième République, la mise en place de cette Quatrième République aussi, on voit quand même que ça va nous poser des problèmes. Parce que les problèmes du Malien, il y a l'obsession d'un pouvoir fort. Il faut avoir l'homme qui incarne ces pouvoirs, en fait.
Parce que pour moi, pour avoir un président qui aura autant de pouvoir, mais il faut avoir ses présidents en fait. On a créé une constitution avec des institutions. Est-ce qu'on a-t-il des hommes politiques capables d'exercer ces pouvoirs? L'exercice du pouvoir, la conquête du pouvoir, les institutions, ça c'est complet. Une constitution, c'est là où je n'ai pas cité comme. Pour moi, une constitution n'est pas uniquement les textes constitutionnels. C'est à la fois les hommes, les institutions et la pratique, voire même le peuple. Quel est le rôle du peuple d'être un contre-pouvoir dans cette constitution? On a la constitution politique, la constitution sociale, on a la constitution même militaire. Quelle est la sécurité, la donne sécuritaire qui va être dans un État? Donc, pour moi, on ne peut pas résoudre le problème du Mali à un problème uniquement constitutionnel. Parce que la constitution reste inapplicable. Parce que le président, on sait quand même que le président roi, Ibeka est un président roi qui avait quasiment tous les pouvoirs. Parce qu'il était élu quand même dans l'histoire politique constitutionnelle du Mali. Il n'y a aucun président qui a eu autant de scores plus que le président Ibeka en 2013. Mais là, ça n'a pas empêché qu'il y ait une gouvernabilité tranquille. Donc pour moi, oui, il y a une manière, il y a un problème institutionnel parce que lorsque les hommes n'appliquent pas le texte, les textes ne servent plus à rien. Donc il y avait un problème d'applicabilité des textes constitutionnels au regard des hommes. Oui, cela dépend aussi de la configuration des institutions, comme tu l'as si bien expliqué. Mais quand même, sur le titre, on voit le Mali. Mais vers la fin du bouquin, tu parles des 3 pays là où il y a eu des coups d'État. Il s'agit du Burkina, du Niger et en même temps le Mali. Donc, tu as trouvé une corrélation entre ces 3 pays parce qu'il y a eu des coups d'État. Donc, tu as donné des pistes de réflexion à ce niveau aussi, même si tu n'as pas passé beaucoup de temps là-dessus. Donc, quand même, tu as donné des pistes de réflexion sur ces 3 pays pour éviter finalement des crises institutionnelles. Au lieu de parler, par exemple, d'une crise politique, toi, tu te focalises beaucoup sur des crises institutionnelles. Donc, aujourd'hui, en quoi ces 3 pays sont liés sur le plan textuel et sur la nature des coups d'État dans ces pays-là? Je pense que oui. Quand je terminais la 3e partie dans cet ouvrage sur les régimes de transition en Afrique de l'Ouest, tu sais quand même que... le 3e tome. Le tome 2, la 3e partie, parce qu'il y a 3 parties. La première partie. Ah, ok, d'accord. La 3e partie. La 3e partie du tome 2, en fait, en réalité, je pense que l'AES, je pense que je prédis l'AES avant l'AES. Tu le sais quand même que... Justement, il faut bien le préciser, le bouquin a été quand même écrit avant l'AES, avant l'article aussi sur les 3 pays aussi, a été rédigé avant l'AES. Justement, parce que là, tu dis que ces 3 pays ont un destin commun. Ce destin commun, c'est les revues. Après l'histoire, le temps m'a donné raison sur ce point. Et surtout, ce n'est pas que la chose juridique que tu relates, mais tu dis que sur le plan sécuritaire, ils ont intérêt à lier leur coopérer ensemble. Voilà. Je pense que sur cette partie, j'ai fait exprès, parce que le moment, j'étais une fois au Burkina Faso, c'est vrai que j'ai des amis beaucoup au Niger, je suis malien. Ces 3 pays, on va au-delà de la colonisation, comme tu le vois dans cette partie. J'ai fait une critique aussi sur les G5 Sahel. Lorsque le Mali s'est retiré, c'est plus G5 Sahel, c'était G4 Sahel. D'accord. Donc j'ai essayé de montrer qu'en réalité, au-delà des problèmes, des coups d'État entre ces 3 pays, il y a d'autres similitudes. C'est de la crise sécuritaire. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, de ces 3 pays ont des frontières communes. Donc je me suis dit quand même, est-ce qu'ils ont intérêt à coopérer sur le plan sécuritaire? S'ils veulent s'en sortir, ça veut dire que si le Mali tombe, le Burkina peut tomber avec le Mali, le Niger peut tomber. Donc les 3 régimes de transition, ils ont intérêt à trouver une alliance dont j'ai appelé ici cette alliance institutionnelle. Donc je vois quand même que si l'AES met en place la charte de Lutago de Gourmand, je ne suis pas surpris parce que c'était quand même quelque chose que j'ai fait une proposition avant les militaires quand même. Parce que mon article sur ça sur RP Media a été publié 4 mois avant. Sauf que toi, dans le livre, toi, tu expliques, tu ne dis pas qu'il faille quand même des coups d'État pour que ces pays se lient. Mais tu l'as dit dans un autre contexte. Mais supposons, si le Mali était le seul pays qui était dans le coup d'État, comment tu prévoyais cette alliance au fait? Mais je pense qu'il n'avait pas de choix parce qu'en réalité, je pense que ATT avait fait une proposition du G5 Sahel à son niveau à l'époque.
Je pense aussi que je n'ai rien inventé. Je me suis inspiré aussi de beaucoup de travaux, comme j'ai dit dans les bouquins. J'ai beaucoup lu sur le Mali, ce que les autres ont écrit sur le Mali. Il faut avoir de l'humilité. Je n'ai pas inventé la roue. C'est vrai que j'ai fait mes analyses en tant qu'essayiste ici. Donc, je me suis inspiré des discours des hommes politiques, même des militaires. J'écoute tout le monde. À partir de ça, j'ai fait l'analyse. Donc, je pense que c'était quelque chose, c'est une évidence que le Mali, le Niger et le Burkina Faso s'associent pour la lutte contre le terrorisme. Ils n'ont pas de choix, en fait. Soit ils vont s'associer... Que ce soit avec la transition... Qu'avec la transition, même post-transition, ce qui était intéressant que j'ai essayé de soulever dans cet ouvrage, même post-transition, le futur président du Mali ou du Niger ou du Burkina Faso, ils ont intérêt à coopérer ensemble. Parce qu'à l'époque sous Blaise Compaoré, il n'y avait pas cette coopération entre l'espace sahélien de l'Itago-de-Gourma. Il n'y avait pas ça, même si l'Itago-de-Gourma a été créé d'autres circonstances, ce n'était pas dans un problème de lutte contre le terrorisme. Donc je pense qu'il n'avait pas de choix. Je pense qu'il faut... C'est comme j'ai écrit, c'est une concurrence à la CEDEAO. Parce que si la CEDEAO ne peut pas créer une armée de lutte contre le terrorisme, ces trois pays aujourd'hui ont intérêt une coalition, les responsabilités sécuritaires. Justement, donc là, par peur de ne pas donner beaucoup de détails sur le bouquin, je vais te poser une avant-dernière question, avant de fermer. Donc du coup, tu es parti, en fait, tu es allé au-delà, par exemple, des questions institutionnelles ou autres. Tu t'es posé des questions sur des questions personnelles. Par exemple, le Premier ministre, aujourd'hui, qui a été utilisé, entre guillemets, comme un instrument politique. Selon tes réflexions, tu n'as pas dit exactement comme ça, mais tu brosses le profil de Choguel Maïga, on va le nommer, comme quelqu'un qui a été utilisé ou instrumentalisé politiquement par les militaires. Et par fini, on a trouvé un Premier ministre digne de nom, même s'il ne l'est pas, le ministre de l'État, qui est Abdoulaye Maïga. Donc, du coup, pourquoi tout de suite tu as fait le saut et tu as donné cette réflexion sur le rapport de force entre les différents acteurs de la transition? Est-ce que c'est lié à la chose constitutionnelle ou c'est quelque chose que tu as réfléchi comme ça, qui est intéressant et tu donnes l'information dans le bouquin? Non, mais je pense que, comme le premier préfacé, il y a des préfacés, je pense que quand on lit mes deux préfacés, ils ont dit qu'est-ce qu'ils pensent de mes écrits sur le Mali. Le premier préface a été clair. Aujourd'hui, peut-être, ça peut être une prétention pour certains de dire que je suis politiste. En réalité, je suis politiste parce qu'on ne peut pas séparer le droit constitutionnel et de la science politique. Et là, tu as fait de la politique. Bien sûr, les idées politiques. Il faut... Donc, sur cette partie du bouquin, tu as fait de la politique. D'où, quand on regarde, en réalité, dans cet ouvrage, j'ai essayé de voir le mécanisme du fonctionnement des organes ou les institutions de la transition et post-transition, en fait. D'accord. Donc, on ne peut pas dire... J'essaie de voir l'interaction, la réaction, l'exécution, les actions entre les organes, l'exécutif, législatif, voire même judiciaire dans ces deux tomes, quand même surtout dans le tome 2. Donc, en réalité, j'avais écrit Maïga, affaire Maïga contre Maïga, la nomination du Premier ministre et l'autre Premier ministre, tu le verras. Pourquoi tu n'as pas parlé de Diop, par exemple? Non, mais Diop, en réalité, il faut que je réponde sur ça. Vas-y. En réalité, j'avais écrit dans le tome 1 quelque chose que je parle le bicéphalisme, l'exécutif au Mali. On a des têtes, on a des présidents. Au début, lorsqu'il y a eu la rectification de la transition, le Mali avait des chefs d'État de la transition, en fait. Nous avons le président politique qui était Choguel Maïga pour donner la caution et la légitimation politique. Il ne faut pas oublier que M5, je sais quand même que j'avais écrit dans le tome 1, tout comme avant l'arrivée des militaires sur M5, quelque chose. M5 était la caution politique, de la légitimation politique en l'absence des élections pour donner une crédibilité au régime de transition. Je pense qu'on peut ne pas critiquer Choguel Maïga, mais il ne faut pas reconnaître quand même qu'il était le faiseur, son discours aux Nations Unies, à l'ONU. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que si le Mali, aujourd'hui les militaires, aujourd'hui le Mali devient une sorte de panafricanisme. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier quand même que Choguel a joué un grand rôle. Je parle pour faire... Il était le porte-drapeau quand même. Donc, je pense qu'à un moment donné, il devient gênant que j'écris dans les bouquins. Pour les militaires. Pour les militaires. Mais, j'ai dit, comme j'avais dit sur la PMEA, ça va être très difficile de se débarrasser de Choguel Maïga. Mais on peut dire qu'ils l'ont fait de façon indirecte, comme tu l'as dit. Mais je sais, parce que quand on a... qu'il était malade, exactement, de l'État. Exactement. Mais en réalité, moi, je ne le vois pas
la déclaration de politique générale, si on fait l'actualité, après son discours, je ne vois pas tout le temps qu'il est interpellé dans le CNT. Je me pose des questions, à quoi sert ce Premier ministre? Ok. Et je vois toutes les rendez-vous politiques sont faits sous l'autorité du ministre d'État, Blaise Maïga. Je me pose des questions, y a-t-il des premiers ministres au Mali? D'où j'ai écrit dans cet ouvrage. Ok. On a un premier ministre des faits, on a un premier ministre non officiel, ou on a un premier ministre officiel. Donc, D'accord. moi je pense qu'aujourd'hui le Mali est gouverné par des premiers ministres avec un président. Les militaires, ils ont toujours besoin de Choguel Kokala Maïga. Bon, voilà, Cissé, on arrive à la fin de l'émission. Je vais te poser une dernière question. Ce bouquin, qui s'intitule Le durcissement du régime de transition au Mali, s'adresse à qui exactement? Est-ce qu'il s'adresse aux étudiants, aux hommes politiques, aux professionnels de droit? Qui est la cible exacte de ce bouquin-là? C'est une contribution que j'adresse à tout citoyen engagé, qu'il soit militaire, politique, citoyen lambda, juriste, constitutionnaliste, étranger, les futurs travaux. Bon, après, je vais être modeste. Je pense que dans les futurs travaux au Mali, je pense que les terrains balisés pour certains, parce que au-delà de ces deux ouvrages, si on additionne avec le tome 3 qui sera... Je dis quand même c'est un défi que je vais le mettre. Ça permettra, je contribue à ma manière pour les futurs travaux des chercheurs, comme tu as su bien dit, des constitutionnalistes ou des politistes ou des gens qui ont envie d'écrire des mémoires politiques, des hommes politiques ou des militaires même, parce qu'ils verront quand même que je n'ai pas la parole biblique ou coranique. Donc je pense que je contribue à ma manière. L'histoire jugera ce que j'ai écrit sur la transition, des propositions, au-delà des critiques constructives. Pour moi, c'était des critiques constructives, parce que le Mali, c'est mon pays. Donc, je pense que ça permettra quand même les étudiants, parce que comme j'ai dit dans le tome, les étudiants quand même, qu'il y aura des cours en droit constitutionnel sur les périodes de transition au Mali. Comme tu le sais quand même que le Mali a des transitions 68, 92, 2022, 2020, avant qu'on arrive à ça, il ne faut pas oublier la période de 2012, 2013. Donc je pense que dans les tomes 1, j'avais réfléchi tout ça. Je pense que mes ouvrages, avec modestie, je pense que je contribuais largement à l'histoire politique, j'ai dit bien, à l'histoire politico-constitutionnelle du Mali. Avec ces deux ouvrages, je pense que c'est ma contribution à ma manière. Je terminerai en disant que je suis un soldat constitutionnel, parce que si les militaires sécurisent le Mali... Tu as parlé d'une troisième partie, ça serait sur quoi? C'est quoi le titre? Et ça sortira quand? Alors, comme tu as si bien dit, est-ce que je vais-t-il prendre un peu du temps? Je vais être honnête avec toi. Je suis presque vers la fin du tome 3, parce que je commente, comme tu as su bien publier plus de 6 articles ou 7 articles après la publication de cet ouvrage. Donc la suite, je suis presque vers la fin. Mais je pense que cette fois, je prends mon temps un peu, parce que la transition aussi est en train de prendre son temps. Et tu vas attendre la fin de la transition? Non, il n'y aura pas la fin de la transition. Indéfini. Non, il n'y aura pas la fin de la transition, parce que il faut qu'on arrive à distinguer la fin de la transition politique, la transition constitutionnelle et la transition démocratique ou la transition sociale. La fin de la transition politique ou constitutionnelle, ça peut être l'application de la 4e République. D'accord. Et la fin de la transition politique aussi, c'est l'organisation des élections. Lorsqu'on aura des élections générales, présidentielles, législatives, sénatoriales. Dans ces cas, on peut parler que c'est la fin de la transition politique. Quand je parle de la fin de la transition démocratique, c'est lorsque la transition constitutionnelle est terminée et la transition politiques sont terminées, on va arriver dans le processus de la transition démocratique. On va dire que maintenant, le Mali est sorti dans un régime militaire, le Mali devient dans un régime démocratique. Et quand je parle de la transition sociale, c'est lorsque la gouvernabilité, le principe, la bonne gouvernance sont applicables au Mali. La lutte contre la corruption, qui est dans le tome 1, dans le tome 2, et que la justice n'est plus une justice inféodée, mais une justice indépendante qui aura la liberté d'expression, qui aura la garantie des droits, des libertés, qui aura une opposition forte. Je ne veux pas une opposition molle. Donc, d'être là avec une opposition qui est là juste pour applaudir. Donc, je pense qu'en réalité, pour être honnête avec toi, le tome 3, j'ai déjà les titres, mais je ne pourrai pas te donner les titres pour le moment.
quand même, j'ai l'idée, j'ai un titre provisoire qu'ils aient donné, les J'espère English. qu'il n'y aura pas le mot transition dans ce troisième titre. Non, les tomes 3, certes, oui, il y aura une partie sur la transition, c'est normal, la transition va durer, la transition est en train de prolonger, il faut me donner du temps aussi pour être prolongé aussi, pour faire le tome 3. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ta Merci, Bougagnale, disponibilité. Encore, merci. je te remercie pour ton respect envers P-Media. Bon, pour tout acteur aujourd'hui soucieux de comprendre les instruments juridiques lors de la transition et le futur même de cette transition sur le plan juridique, donc n'hésitez pas à vous rapprocher à ce bouquin, Le durcissement du régime de transition au Mali, qui a eu une première partie écrite plutôt en 2022 sur la Troisième République. Donc, ces deux bouquins se rejoignent, mais sauf que ça donne, en fait, en termes de temporalité, des éléments différents. En tout cas, Bala, merci beaucoup pour ce travail intellectuel et d'avoir quand même donné le temps, pris le temps, l'énergie, l'effort pour écrire sur le Mali, pour que ça puisse rester dans les annales demain ou après-demain. Et on se donne rendez-vous pour le troisième numéro sur la même thématique. Et merci beaucoup. Et Merci. merci à vous tous, les Merci gens à qui vont Pémédia, regarder merci Bouba pour la cette réalisation. émission. N'hésitez pas à vous abonner à RP Media pour avoir plus de contenu de ce type. Et on se donne rendez-vous une prochaine fois. Prenez soin de vous et un très bon week-end. Merci.